Alors, on va voir différents points sur ce thème de trucs et astuces. Donc un premier point sur les filtres, un deuxième point sur ce que l'on peut faire comme complément au niveau des filtres qui s'appelle le contexte. On va revenir sur le livre de bord parce que s'il contre-attaque, il ne contre-attaque pas assez souvent, donc on va reparler un tout petit peu de livre de bord et de ce que l'on peut y retrouver. Une petite information sur la fusion qui est possible de différents aperçus avant impression, c'est quelque chose qui peut de temps en temps être utile. Et un rappel sur les fenêtres perdues, parce qu'on a un certain nombre de tickets de manière récurrente sur des fenêtres perdues, particulièrement en ce moment où vous naviguez pas mal entre chez vous, le bureau, un double écran, pas de double écran, et sur des fenêtres d'impression ou autres qui sont là sans être là. Alors, donc je vais naviguer entre ces imprimes écrans et puis des cas concrets sur une base de démo. Donc de base, dans un écran, on peut faire des filtres tout à fait classiques. Si, hop, j'ouvre ici et que je vais dans n'importe quel type d'écran, on peut, à partir des petits onglets, faire des filtres classiques. C'est ce qui est proposé aujourd'hui. Un certain nombre de filtres, des fois dans un deuxième onglet, un certain nombre d'autres filtres. Mais ça peut des fois être limitant. Et on peut vouloir faire des filtres sur un certain nombre d'autres champs. Si je prends par exemple le zoom des écritures par numéro, donc hop, moi je l'ai en favori, mais je vais l'ouvrir par le menu, que l'on voit bien de quel zoom je parle, interrogation, des écritures par numéro. On pourrait, à partir d'ici, vouloir faire des filtres un petit peu plus poussés que ce qui est possible à partir des filtres ici prédéfinis. Donc ça se passe au niveau de ce qu'on appelle l'entonnoir dans la barre de boutons. Ici, là, il y a un petit entonnoir. Et ça va permettre de déclencher des filtres. On peut les déclencher de manière rapide par un simple clic droit dans la colonne à filtrer. Par exemple, ici, si j'ai un client, un fournisseur, peu importe, et je recherche deux de ces factures dans cette liste d'écriture. Si je déclenche un clic droit dans ma colonne pièce, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre automatiquement le filtre préchargé sur la zone pièce avec la valeur est égale à la valeur de la ligne sur laquelle j'ai cliqué. Je peux tout à fait la changer, faire entrer, la valider tout de suite ou ajouter d'autres tests. Alors je ne sais plus si j'ai fait mes imprimes écran sur cette base-là ou pas. Alors il faut faire attention. Ici, on voit qu'il y a un « et » ou. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est que la pièce soit égale à 120 et à 130. C'est un peu incongru. Je vais revenir sur le principe des « et » et des « ou » après. Donc, je peux lui demander que ma pièce soit le numéro 120 ou le numéro 130. Je vais valider. Alors, je pense que je vais rien trouver parce que j'avais dû faire mes tests sur... Si, j'en trouve une. J'avais fait mes tests sur une autre base. Donc là, ici, automatiquement, il me déclenche un filtre. D'ailleurs, si j'agrandis, vous voyez que ici, il y a un petit entonnoir qui apparaît à côté de la colonne pièce. Donc là, je l'ai fait sur la colonne pièce, je peux le faire sur n'importe quelle autre colonne. Je peux tout à fait ici ensuite enlever mon filtre. Très rapidement, ici, édition, enlever les filtres. Je reviens à mon contexte du début. Donc je peux filtrer à partir d'ici, par exemple, sur un journal, mettons, je veux le journal VE, et puis je pourrais vouloir un autre champ, et dans la liste ici, je retrouve en fait tous les champs qui sont possibles en colonne. Donc l'intérêt de ce filtre, c'est qu'il peut se déclencher de manière très rapide par un simple clic droit, hop, je vais enlever ce que j'ai en mémoire, enlever les filtres, par un simple clic droit dans une colonne, la colonne pièce, la colonne date de pièce, tout un tas d'informations. Si je reclique ici, on voit ici que l'on peut taper une valeur, mais on peut aussi accéder avec la petite loupe à la liste des valeurs déjà existantes. Là, forcément, il a été lire, c'est le journal, il a été lire la table des journaux, et il me propose ici les différents journaux. Alors, l'affichage des valeurs, il faut le faire sur des tables où il y a peu de données. Il ne faut pas le faire sur le numéro de pièce, parce que pour le coup, vous allez vous retrouver avec beaucoup de données, ça ne sera pas très lisible.
Alors, c'est quelque chose qui est faisable, là je vous le montre dans l'écran des écritures, hein, mais c'est tout à fait faisable dans tout type d'écran. Si je reviens par exemple sur mon écran d'adhérent, ici, hop, adhérent, j'ai des adhérents. Alors bon, là moi j'ai pas beaucoup d'adhérents sur ma base, mais si je veux par exemple déclencher un filtre sur des codes postaux, je peux tout à fait rajouter le code postal dans les colonnes, faire un clic droit et demander que le code postal, on va voir par exemple après, commence par 75, valider mon filtre et ne me retrouver plus qu'avec des clients du 75. Ces filtres ici, donc on peut en mettre plusieurs et on peut les cumuler bien évidemment avec les filtres qui sont présents ici. Là j'ai qu'une donnée, petit peu de données, mais je peux tout à fait mixer mes filtres ici ou mes filtres ici. Donc cet entonnoir qui est accessible par clic droit ou qui est accessible donc par le filtre ici, entonnoir, permet de rajouter des filtres à tout ce qui est proposé, mais sur vraiment l'ensemble des colonnes d'une table. Alors on peut faire un certain nombre de choses sur ces filtres, on a vu. Donc c'est configurable, on peut jouer sur le et ou, il faut faire attention hein, bien évidemment à ce qu'on cherche pour que ça soit cohérent sur le et ou. On peut les enlever une fois qu'ils sont faits. On va voir qu'on peut, si on s'est trompé, affiner en faisant un clic droit supprimer. On va voir que les résultats sont exportables sur Excel. Et qu'après filtre, on peut aussi influencer l'ordre de tri des résultats. Si je reviens sur mon exemple, je vais ressortir. Édition. Hop, enlever les filtres. Donc je peux déclencher ici un filtre sur la date. Je peux tout à fait lui demander, je sais pas pourquoi, je vais ressortir, je dois avoir un truc hypocline sur ma base. Hop. Écriture par numéro. Filtre. Voilà, comme ça j'ai l'ensemble des données et où il est tri. Donc je peux ici aller chercher ma date. Alors je joue avec le clavier en tapant D, je vais me balader de D en D. Ça permet de retrouver facilement le champ date. Et je peux lui demander, par exemple, qu'il soit supérieur ou égal au 01/01/2019. Donc on tape les dates de manière tout à fait classique. Je fais entrer pour valider ma date. Et en même temps qu'il soit inférieur ou égal au 31/12/2019. Donc ça me fait du « et ». Je peux ajouter d'autres conditions en lui disant qu'en même temps je veux que ma date soit supérieur ou égal au 01/01/2020. Ici, il m'a rajouté un OU. Donc les et, il les met sur la même ligne, les OU, il les met l'un en dessous de l'autre. Et hop, 31/12/2020. Donc après, je peux faire des modifications. Je peux par clic droit supprimer des valeurs, adapter mon filtre, ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Un clic droit ici permet de supprimer une ligne pour affiner un filtre s'il correspond à la clause et. En dessous, quand on ouvre par l'entonnoir, on a possibilité ici d'affiner le tri. Par défaut, vu que c'est mon zoom des écritures, j'ai un tri par écriture. Mais je peux tout à fait changer ici et afficher un tri par date, puisque par exemple je demande des résultats par date, et modifier ou compléter le tri, ou même d'ailleurs faire un tri personnel. Il y a un petit bouton ici, nombre de résultats, qui permet de vérifier la cohérence. Si vous avez 0, il peut ne pas y avoir de données, mais si vous avez 0 en appuyant sur le bouton nombre de résultats, c'est que souvent vous avez tapé un filtre qui n'est pas possible, on va dire. Donc là, j'ai bien des résultats. Donc je vais bien avoir des données qui correspondent donc à mon critère, plage de date, plage de date. Alors là, j'ai fait un exemple qui n'a pas forcément de sens, mais j'aurais pu faire 1er janvier, 31/12/2020, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire des
qu'on peut faire des plages de date. Un des petits intérêts du bouton nombre de résultats, pour information, si vous vous posez la question de combien vous avez d'adhérents dans une CUMA, on va dans l'écran adhérents, on clique sur le petit filtre, on ne saisit rien, et on fait nombre de résultats. Et là, on voit qu'on a 15. On n'a pas saisi de filtre, donc il met l'ensemble du nombre d'adhérents qui est présent, ce qui s'affiche derrière. Alors, ce qui s'affiche derrière, un petit peu plus au cas où il y a des adhérents qui soient fermés, parce que là, il a fait vraiment l'intégralité de la base. Donc là, j'ai mon petit filtre qui est apparu ici, et puis il a réglé l'ordre il a réglé l'ordre en fonction de ce que je lui ai demandé comme tri. Donc on peut adapter les filtres, on peut les enlever, on peut les trier, on peut les supprimer, et bien évidemment, il y en a déjà peut-être parmi vous qui connaissaient, c'est à partir d'ici que l'on peut faire imprimer, c'est pas vraiment imprimer, enfin c'est à la fois imprimer et extraire, et choisir ici, par exemple, une sortie presse-papier ou exportableur selon la méthode de connexion que vous utilisez. Hein. Presse-papier, ça va me le mettre dans le presse-papier. Je relance le petit bouton imprimer. Ça me déclenche une impression. Je ne sais plus si j'ai... Notepad. Hop. Dans Excel, hein, mais c'est pour vous montrer que ça exporte les données. Et ça exporte les données sous forme de tableau Excel. Parce que c'est sur notre serveur, il n'y a pas Excel. Hein. Voilà. Donc on peut aussi exporter ce résultat. Donc filtre, tri, export. Après avoir fait ces filtres, il y a quelque chose qui peut être intéressant, qu'on a appelé le réveil du contexte, c'est-à-dire mémoriser un filtre. Ça peut être utile pour un filtre récurrent, c'est-à-dire quelque chose que vous faites régulièrement et dont il n'y a pas simplement un critère, mais peut-être plusieurs critères plus un tri, donc que vous ne voulez pas retaper à chaque fois. Mais ça peut aussi devenir votre affichage par défaut. Exemple. Hop. Donc ici, je vais ressortir. Donc quand je ressors, ça m'enlève mon filtre, hein, puisque mon filtre n'est pas mémorisé. C'est pas celui-là que je voulais ouvrir. Écriture par numéro. Ici, mes écritures par numéro, elles apparaissent avec le premier numéro ici. Donc elles sont triées par numéro, puisque le zoom s'appelle par numéro, mais je pourrais vouloir le trier autrement, voire le trier à l'inverse, c'est-à-dire voir en haut les plus récents. Ou, comme j'avais mis ici, avoir par défaut, dans ce zoom, que les écritures de 2020. C'est-à-dire que dès que j'ouvre ce zoom des écritures, je n'ai pas les écritures de l'année d'avant. Alors attention, ça ne sera pas un filtre négatif, évolutif. L'année suivante, il faudra modifier la plage de date pour la passer à 2021, etc. On ne peut pas définir année en cours. Ça évite de faire la manip plusieurs fois dans l'année, on ne le ferait qu'une fois dans l'année tout de même. Donc, je vais dans mon filtre, ici, je vais dans mon filtre, je vais créer ce qu'on appelle un contexte. Les contextes, ce sont des choses qui vous sont propres. C'est quelque chose que vous retrouvez sur votre code utilisateur d'Ivalto, peu importe que vous soyez en web, en connexion distante, peu importe le PC sur lequel vous êtes, hein, c'est quelque chose qui vous est propre. Ce ne sera pas quelque chose qui est diffusé à vos collègues, hormis si exceptionnellement vous avez plein de contextes, quelqu'un qui arrive, on pourrait nous faire une manip pour qu'il les récupère, mais c'est vraiment quelque chose qui vous est propre. Donc là j'avais fait un écriture 2020 par date, je vais le recréer pour que vous voyez la manip. Donc je fais plus, écriture 2020 par date, et je le valide. Donc là je crée le nom de mon contexte. Je valide. Ici, je vais aller le choisir et je vais créer, donc je rappelle mon filtre, je vais aller créer ce qui correspond à ma requête. Donc date supérieure ou égale 01/01/2020, entrée, et inférieur ou égal 31/12/2020. Mes valeurs sont là. Ici, c'est trié par numéro d'écriture
Donc, dossier toujours, numéro d'écriture. Je pourrais, je ne sais pas si, je sais plus s'il le propose, voilà, numéro d'écriture, ordre inversé. Hop. Et je valide. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a filtré les écritures de 2020 et il me met la plus récente, donc le plus gros numéro, en haut. Maintenant, si je veux que ça devienne mon filtre par défaut, c'est-à-dire que dès que j'ouvre cet écran, ça soit ce filtre-là pour moi qui s'applique. Je vais dans mon petit entonnoir et au niveau des contextes, il y a ici quelque chose qui s'appelle par défaut. Si je le définis par défaut, je valide, je valide. Vous voyez bien qu'il y a le petit entonnoir ici. On voit qu'il y a la valeur du filtre ici. Je ressors. Si j'ouvre mes écritures par numéro, automatiquement, je récupère ce filtre qui est devenu mon contexte par défaut. Donc ça peut permettre quoi? Ça peut permettre sur des écrans comme celui-ci, la liste d'adhérents, la liste des articles, la liste des fournisseurs, enfin tout type d'écran, tout type de zoom. Ça peut vous permettre de définir un filtre et surtout de modifier le tri par défaut. Si je prends l'exemple sur les adhérents, par défaut, les adhérents sont triés par nom. Si vous voulez que par défaut, les adhérents soient triés par code, code client, le code A, par code postal, ou etc., vous pouvez tout à fait vous créer un contexte, plus adhérent par code, je mets ma valeur par défaut, je rappelle ici mon filtre, je ne mets pas de filtre parce que ce n'est pas un filtre, je lui dis que je veux que ça soit par code client et non plus par nom, je valide, le tri ici il est par code, et donc par défaut, si je ferme et que je réouvre mes clients, puis que je l'ai mis par défaut, c'est par défaut de cette manière-là. Et ce n'attouche que mon code utilisateur. Donc le petit entonnoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il permet de modifier, enfin il permet de créer des filtres sur tout champ qui n'est pas présent dans les filtres par défaut, de modifier les tris, mais aussi d'enregistrer, voire de renseigner par défaut, de changer par défaut, l'ordre de tri lorsque ces écrans s'affichent. C'est des petites astuces, mais ça peut des fois être pratique, voire temporairement. Hein. Vous pouvez vous mettre... Moi, ça m'arrive des fois quand je fais des tests, de me mettre un contexte par défaut, juste peut-être pour 2 jours de test, mais pour pas devoir à chaque fois être pollué par tout un tas de données qui ne m'intéressent pas. Sur le contexte, une fois qu'on ne le veut plus, bien évidemment, si je ne veux plus de mon contexte par défaut, je retourne dans mon filtre, je retourne dans mon bouton contexte, j'enlève la coche par défaut, voire je supprime, hein, et à partir de là, mon contexte ne sera plus par défaut. Il est toujours accessible dans la liste des filtres préenregistrés, mais il n'est plus déclenché par défaut. Un petit mot sur le livre de bord. Alors je me suis inspiré, je m'inspire un peu de ce qu'on voit en support hein, pour créer ce webinaire. On a très régulièrement en support, alors pas vous, puisque vous êtes des utilisateurs de haut niveau, on a régulièrement au support des tickets, j'ai eu une erreur, voilà, et en fait il y a eu d'afficher « Consulter le livre de bord ». Alors c'est vrai que le livre de bord, il peut paraître un peu indigeste, mais il y a quand même très très souvent une grande partie de la réponse à la question dans le livre de bord. Alors qu'est-ce que le livre de bord? Il trace le lancement de certains programmes, bien évidemment pas tous les programmes, il trace déjà suffisamment de choses, et surtout les éventuelles erreurs. C'est ça en l'occurrence qui nous intéresse quand on a ce genre de message. Intégration terminée, erreur détectée, consultez le livre de bord. Alors l'exemple qui est pris là, hein, c'est l'exemple d'une intégration d'écriture provenant de Silay, mais ça peut être tout n'importe quoi. Mais bon, j'ai eu un ticket le jour même avec ça, donc ça me permettait d'avoir un exemple. Donc il se trouve dans le menu utilitaire. Comme c'est un livre de bord qui trace ce qui se passe sur les données de la compta, on y trouve les erreurs de tous les dossiers, donc il est bien important, pour ne pas être saturé d'informations, de cocher dossier en cours pour ne voir que le dossier sur lequel vous êtes et sur lequel vous voulez voir les erreurs, voir à la rigueur utilisateur en cours.
Alors j'ai noté savoir le lire et ne pas s'arrêter sur toutes les lignes. Hein, on va y revenir. Et 9 fois sur 10, on peut trouver la réponse et la régler. Un autre exemple classique, c'est ma facture ne s'intègre pas parce qu'en fait elle a été modifiée par réimprimé, le compte n'existe pas, le journal n'existe pas, enfin des petites choses comme ça qui sont facilement traitables. Donc ici, je coche dossier en cours, je peux laisser Divalto comptabilité, mais il peut être intéressant de cocher toutes les applications. Pourquoi? Parce que des fois, certaines applications sont un petit peu transverses. Elles touchent à la fois un bout de la compta, un bout de l'achat-vente, ou un bout de la compta, un bout du règlement. Donc des fois, l'erreur, elle n'est pas directement dans le module sur lequel on est, donc ça peut être intéressant plutôt de cocher toutes les applications. Et puis ne pas s'arrêter sur toutes les lignes. Là, ce qui nous intéresse, c'est de voir la ligne compte inexistant. Donc des fois, il faut regarder un petit peu, on peut avoir pas mal de lignes, et regarder si à un moment, il y a une ligne qui dit quelque chose n'existe pas, voilà, qui donne une petite information. Et dans ce livre de bord, on voit également, pour information, c'est parce que j'avais plus assez de place sur l'imprime écran, mais qui a lancé le programme, vous ne vous préoccupez pas du programme, mais on voit qui a lancé le programme, donc ça permet de retrouver au cas où la ligne qui vous concerne. Donc dès qu'on a ces erreurs, ne pas avoir peur de le consulter. Au pire, vous ne savez pas interpréter l'erreur, ce qui est tout à fait possible, hein. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à la joindre, par exemple, au ticket qui est fait, ça permet de gagner un petit peu de temps. Mais là, simplement, hein, on a l'erreur, le compte est inexistant, ou le paramétrage n'est pas bon, il faut que je modifie mon paramétrage parce que je suis trompé en faisant mon paramétrage là dans l'import, ou je vais simplement aller créer mon compte parce que j'ai besoin que ce compte soit existant. Donc ça fonctionne sur un certain nombre de programmes, hein. Il y a beaucoup de programmes où on trace les informations dans le livre de bord, hein. Véronique qui fait du support, c'est quelque chose qui lui parle particulièrement. Donc ne pas hésiter à regarder les informations qu'on y trouve. Une petite astuce, permet de fusionner les différents documents. Alors ça peut être utile dans certains cas avec une petite limite qui est liée à la cohérence de la mise en page. J'ai plusieurs Divalto Viewer. Alors ici je fais l'exemple sur un grand livre et une valence. Le terme plusieurs il est sans limite, hein, du nombre de Divalto Viewer en question. Ça peut être plusieurs factures, quoique les factures non les génèrent en PDF. Plusieurs formats Divalto Viewer qui sont présents et que je voudrais par exemple fusionner pour n'avoir qu'une seule pièce jointe et envoyer cette pièce jointe. Donc on va faire ici une balance et un grand livre. Hop. Donc ma balance, avec une petite particularité, c'est que je vais prendre ma balance en mode paysage et un grand livre ici. Alors pourquoi j'ai pris la balance en format paysage? Parce que vous ne pouvez pas fusionner des documents qui sont en portrait et en paysage. Et ça, il ne sait pas faire. Donc il faut que tous les documents soient en portrait ou tous les documents soient en paysage. Donc là, comme je sais que le grand livre, il est par défaut en paysage, je prends la balance en format paysage et non en format portrait. Je prends cet exemple volontairement pour préciser cette petite subtilité. J'enregistre mon grand livre. Peu importe où je l'enregistre, là moi je le mets sur le bureau pour être tranquille. Et je le ferme. Ici, il me reste un document. J'ai ajouté au fichier actuel un autre fichier DHW, donc Divalto Viewer. Je peux tout à fait donc aller chercher ici mon grand livre. Et il me propose, je peux enchaîner plusieurs Divalto Viewer, je pourrais fusionner plusieurs Divalto Viewer les uns après les autres. Voilà, voulez-vous ajouter un autre fichier Divalto Viewer? Là, non. Mais Guillaume, du coup, ça, je suis en train de penser, Michel, pour les éditions chaînées, on pourrait pas se servir de ça, C'est exactement ce que je me disais. Et ça sera quand on réécrira, réécrira les éditions chaînées, c'est vraisemblablement sur ça qu'on se basera. Bah oui. Ouais.
Bah oui. Exact. Parce qu'aujourd'hui, c'est géré complètement différemment. Et alors, du coup, tu peux gérer avec les imprimantes comment tu le fais là si tu veux mettre en 2x2 faces, recto Alors, verso. Là, il fusionne du page par page, mais après, c'est ton impression en elle-même que tu déclencheras en recto verso ou en 4 par page. C'est bien ça. Donc là, très voilà, bien. il m'a mais fusionné. c'est ce qu'on faisait, tu sais, c'était le mail qu'on avait eu là pour envoyer avec. Ouais, mais là, ça a l'air tout simple à mon avis. Bah oui, ça a l'air plus simple. Hein. Donc la seule limite, c'est cette histoire portrait-paysage. Ouais. Oui, il avait fait des univers et on n'avait pas de problème en paysage. Oui. C'est différent. Quand on le fait par PDF Creator, c'est ça, Kathleen? Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Ouais, mais là, pour faire en édition chaînée, tu pourrais très bien lancer toute ta clôture là-dessus, non? Alors c'est un peu particulier, mais oui, on pourrait s'en servir. Après, effectivement, on peut tout à fait le faire par PDF Creator pour des gens qui connaissent et maîtrisent l'outil. Donc ça marche que en connexion distante et pas en web, puisqu'en web, pour ceux qui l'utilisent, vous avez remarqué qu'il fait nativement des PDF. Alors que là, la fonction que je vous montre, c'est quelque chose qui n'est présente que dans le Divalto Viewer. Petite précision par rapport à ça. Alors c'est assez particulier comme option, mais voilà, c'est quelque chose qui, au cas où, pourrait servir pour joindre et fusionner des aperçus avant impression. Tu vas nous redonner la marche à suivre là, Guillaume, ou il faut qu'on note? Non, c'est présent, tu vois, hop. Ah d'accord, ok. Et après, je le mettrai sur le site du support. Et une dernière petite astuce, les aventuriers de la fenêtre perdue. Alors là, c'est vraiment le bon terme parce que ça donne des fois des tickets un peu, allez, je vais dire un peu loufoques, mais c'est méchant, mais un peu originaux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se promène d'un bureau à l'autre, d'un double écran à un double écran, un triple écran ou ce genre de choses, en éteignant pas toujours son PC, en le mettant en veille, par exemple, pour ceux qui ont des portables, ça rajoute entre guillemets au risque. Il peut se passer que pour votre PC, vous avez un autre écran. Vous ne l'avez pas physiquement, mais c'est dans la tête de votre PC, il y a un autre écran. Moralité, un aperçu avant impression, généralement c'est les aperçus avant impression, mais ça pourrait être n'importe quel autre type de page, s'ouvre, mais vous ne le voyez pas. Et vous avez beau cliquer en bas, vous ne le voyez pas. Il apparaît pas, il apparaît, il disparaît, mais vous ne le voyez pas. En fait, c'est parce qu'il est donc présent, mais quelque part à gauche ou à droite de votre écran. Pour ce faire, il est assez simple de le retrouver et de le rapatrier sur votre écran. En fait, il suffit d'utiliser une combinaison de touches. Windows Maj flèche de direction, donc gauche ou droite. Alors, il faut essayer un coup à gauche, un coup à droite, fonction de. Mais il y a d'autres petites combinaisons de touches qui permettent aussi de le faire, qui sont expliquées dans l'article. Et qui vous permettent, dans ce cas-là, cette page qui, pour votre PC, est sur un autre écran, de le rapatrier sur votre écran. Alors, j'ai pas d'exemple à vous montrer parce que c'est assez difficile à créer, entre guillemets, involontairement. C'est pour ça qu'il y a sur le blog du support, je peux y accéder à partir d'ici. Hop. Voilà. Donc, sur le blog du support, on explique deux méthodes de tête, avec les touches de raccourci. Et puis c'est une autre solution avec le Alt espace qui vous permet d'afficher le menu déplacer et donc de déplacer avec la fenêtre gauche-droite et de faire entrer. C'est-à-dire de redéplacer aussi l'écran à gauche et à droite et il reviendra automatiquement. J'ai une autre méthode, moi. Oui, il y a plusieurs méthodes. Qui marche aussi, du coup, on la rajoutera et elle paraît peut-être plus simple. C'est vous faites majuscule sur votre clavier et vous faites un clic droit du coup dans la barre où il y a l'icône de Divalto Viewer, admettons. Donc vous faites la majuscule, c'est bien, quand je dis majuscule, c'est pas la touche avec le cadenas, c'est la touche avec la flèche. Vous tapez majuscule, vous laissez votre doigt appuyé, vous faites clic droit sur la fenêtre en bas. Ça va afficher un petit menu contextuel et sur ce menu contextuel là vous faites agrandir ou réduire et la fenêtre va revenir sur votre écran principal. Voilà. Bon, on la rajoutera dans la documentation.
Parce qu'il y en a une que j'ai pas retrouvée qui permet avec un combo de touches de lui dire boum, reviens sur l'écran principal automatiquement. J'ai pas retrouvé la série de touches. Donc ça, c'est une petite astuce qui peut être pratique parce que ça arrive régulièrement. Alors des fois il suffit de redémarrer votre PC et il retrouve ses esprits, mais pas toujours. Ça peut dépendre comment cet écran virtuel entre guillemets il le comprend.